Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Ça, poulet! 109.1 Sport des Sous. Ici Charles Tibert qui vous dit... De retour au World Mime Fight. Yes, fils de chien! Yes, de chien! Ok, fini là! Match nul! What's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Et cet épisode est présenté par Bonaqua. Ben oui toi, notre premier véritable commanditaire. Je sais, on devient big. On a une pub tantôt dans l'épisode, je vais vous expliquer un peu c'est quoi Bonaqua. Donc je vais vous laisser découvrir à ce moment-là notre fameux merveilleux commanditaire, hein? Bonaqua. Mais avant ça, on va parler un peu de hockey. Oui, je sais, la plupart de mes chroniques parlent de hockey, mais qu'est-ce que tu veux? Les courses de billes sont au ralenti ces temps-ci et je fais comme tout bon journaliste sportif québécois, je reste dans mes pantoufles, donc du hockey. Parce que il y a le baseball aussi, mais en tout cas, c'est pas dans mes pantoufles ça, en tout cas, bref. Et comme d'habitude, on va vous présenter une série de statistiques que certains pourraient juger inutiles, mais que nous, au Match Nul, on prend le temps d'y répondre car si on le ferait pas, ben qui le ferait? Fait qu'on va placer le jingle pour la chronique de statistiques inutiles ici. Bon, ça ne la garde pas. Et, dans le fond, on va continuer comme ça. Et de quoi on va parler aujourd'hui? De la LNH et de la AHL. Parce que, tu sais, l'AHL sert surtout de ligue de développement pour la Ligue nationale de hockey avec la... Puis, on a vu avec la dernière run du Rocket de Laval en série. Ben, je me suis posé une question. Y a-t-il une corrélation entre les champions de la Coupe Calder et les champions de la Coupe Stanley dans la Ligue nationale? En gros, est-ce que voir son club école gagner la Coupe Calder mène à une Coupe Stanley dans les années suivantes? Parce que vous savez, on se fait péter les oreilles depuis longtemps dans le marché de Montréal qu'on a besoin d'un club école gagnant pour bâtir une équipe gagnante dans la Ligue nationale. Et comme d'habitude, personne ne se pose la vraie question, hein? C'est-tu vrai? C'est-tu vrai ça? Donc, Match Nul a pris le temps de répondre à cette grande question en répertoriant toutes les Coupes Stanley et Coupes Calder remportées depuis 1937, soit au moment de la création de la Ligue américaine. Faut aussi qu'on se mette un genre de baromètre, hein? T'sais, du genre combien de temps peut-il s'écouler entre une victoire de la Coupe Calder et une de la Coupe Stanley pour que l'on considère qu'un club école gagnant mène à une équipe gagnante dans la Ligue nationale. Hein? On va pas se dire qu'il a gagné la coupe Calder en 1937 puis les Maple Leafs l'ont gagné en 2022. Là, ça marchera pas. Là. C'est pas le cas, justement, ils n'ont pas gagné. Fait que, en tout cas, bref, faut se donner un baromètre de temps. Donc, on a pensé un peu, on s'est dit que 10 ans entre les deux championnats des deux ligues pourraient confirmer notre thèse. On tire un peu la sauce, je sais, mais c'est long des fois bâtir une équipe gagnante, hein? Comme l'exemple flagrant, les Maple Leafs, ça leur prend du temps encore, hein? Depuis 1967, quand même. Ça fait... Tu sais, ils n'ont pas gagné depuis que... Il y a 6 équipes. En tout cas, bref. Tu sais, si le joueur arrive à 18 ans dans le club école, hein, il gagne la Coupe Calder à 20 ans, puis il fait le saut dans l'NH pour gagner la Coupe Stanley à ses 30 ans, tu sais, c'est quand même possible comme scénario. Fait que je pense que c'est un bon range 10, on s'entend que c'est... Ça donne du lousse, ça me permet de voir dans l'avenir. Et non, on va pas compter les équipes finalistes, hein, parce que, tu sais, ça fait pas des équipes gagnantes, ça, des finalistes, là. Donc, tout d'abord, faut se rappeler que la LNH, hein, je l'ai expliqué tantôt, a eu 6 équipes pendant un grand moment de son histoire, et c'est seulement qu'en 1974 qu'on a vu une autre équipe remporter la Coupe Stanley, soit les Flyers de Philadelphie. Oui, je sais qu'il y a d'autres équipes que les 6 originales qui l'ont gagné, mais là, je parle à partir de la création de la Ligue américaine qui, on se le rappelle, a vu le jour en 1937. Bref, la Coupe Stanley va se partager entre ces 6 clubs-là pendant près de 37 ans. Mais qu'en est-il de la Coupe Calder? Évidemment, chaque équipe avait son club école dans la Ligue américaine. Il y a même des clubs indépendants dans cette ligue-là, à cette époque-là. Et les affiliations étaient autant volatiles à l'époque qu'aujourd'hui. Alors, restez focus, vous allez voir, ça fait du sens. Et qu'est-ce que ça donne tout ça? On fait un tour rapide d'horizon. Les premiers gagnants de la Coupe Calder en 1937, les Stars de Syracuse, ont vu leur grand club, les Maple Leafs de Toronto, remporter 3 fois la Coupe Stanley dans les 10 années suivantes. Le club école des Maple Leafs a remporté 2 autres fois la Coupe Calder, en 1955 avec les Hornets de Pittsburgh et en 1966 avec les Americans de Rochester, et ajouteront par la suite 4 autres Coupes Stanley à Toronto. Ouais, je sais, les Toronto gagnent des Coupes Stanley, ça n'a pas de sens, ça a l'air d'une hérésie ce que je dis. Mais bon, bref. Pour les Maple Leafs, on a un score de 7 Coupes Stanley suivant les 10 années après une conquête d'une Coupe Calder.
On a ensuite les clubs écoles des Bruins de Boston qui ont remporté la Coupe Calder en 1938 par les Red de Providence et en 1969 par les Bears d'Hershey. Et cela, ça aura amené 4 Coupes Stanley à Boston. Puis les Red Wings de Détroit qui ont eu 5 Coupes Stanley dans les 10 années suivantes, victoire de la Coupe Calder, dont 2 après la conquête des Colts d'Indianapolis en 1942. Ouais, je sais, c'est un peu weird ça comme nom d'équipe. Et 3 après la victoire des Red Wings d'Adirondack en 1992. On arrive maintenant aux Canadiens de Montréal et tenez-vous bien, on est là pour un moment. Hein? La victoire à la Coupe Calder des Bisons de Buffalo en 1946 ont mené aux Coupes Stanley de 1946, 50, 53 et 56. La victoire des Barons de Cleveland en 1964 a mené aux Coupes Stanley de 1965, 66, 68, 69 et 71. Les Coupes Calder des Voyageurs de la Nouvelle-Orléans en 1972, 76, 77. Et boy, ils en ont gagné 3, c'est un peu mélangeant, mais bref. De toute façon, pour dire qu'ils en ont gagné beaucoup, ça a mené aux Coupes de 1973, 76, 77 et 78 et 79. Et la conquête des Canadiens de Sherbrooke en 1985 a conduit aux Coupes Stanley de 1986 et de 93. Hein? Ouf, ça fait 6 Coupes Calder pour les clubs écoles du Canadien qui l'ont ramené 16 Coupes Stanley. C'est pas mal. En plus, il y en a 2 qui ont eu remporté la Coupe Stanley la même année qu'ils ont gagné la Coupe Stanley. C'est-à-dire 2 fois avec les Voyageurs de la Nouvelle-Écosse et 1 fois avec les Bisons de Buffalo. Et on termine en rafale avec la première équipe ne faisant pas partie des 6 équipes originales à remporter la Coupe Stanley suivant ça, les Devils du New Jersey. La victoire des River Rats d'Albany aura apporté 3 coupes aux Devils. Ensuite, les Bears d'Hershey de 1997 ont été suivis par la Coupe Stanley de l'Avalanche Colorado en 2001. Puis, les Bears d'Hershey, oui, encore eux, mais pour une autre équipe, ont gagné la Coupe Calder en 2010, qui a mené à la Coupe Stanley des Capitals de Washington en 2018. Et finalement, pour finir, les Emeralds de Norfolk, avec leur conquête de 2012, ont pavé le chemin aux Coupes pandémiques du Lightning de Tampa Bay. Au total, 17 fois des champions de la Coupe Calder ont mené à une ou plusieurs Coupes Stanley. Ça peut paraître peu, 17 en 85 saisons, mais ces 17 Coupes Calder se sont convertis en 39 Coupes Stanley, dont 16 par le Canadien. C'est presque la moitié des Coupes Stanley dans cette range-là. Bon, c'est sûr que les Canadiens ont remporté le quart de toutes les Coupes Stanley, ça peut, dans l'histoire de la LNH, donc ça peut booster un peu les données, hein, mais quand même, hein, on peut ressortir de tout ça? Ben, si vous n'êtes pas perdu dans toutes les dates que j'ai données, 11 des 17 Coupes Calder converties en Coupes Stanley ont été remportées dans les 40 premières années de la Ligue américaine, soit de 1937 à 1977. On se rappelle que seulement les Flyers de Philadelphie ont remporté la Coupe Stanley 2 fois dans ce laps de temps qui ne sont pas dans les équipes 6 originales. Étant donné la suprématie des 6 équipes originales à l'époque et le petit nombre d'équipes dans les 2 ligues, on pourrait juger que le fait d'avoir un club école champion avec une Coupe Stanley dans les 10 prochaines années suivantes était un peu plus de coutume dans le temps, ou plus facile, ou mettons, il y a plus de chances que ça arrive. Hein, tu sais, que à 6 équipes que tu gagnes pas la coupe pendant 10 ans, c'est quand même assez un exploit. Mais pendant les 10 prochaines années, ça prend combien de temps en moyenne à une équipe pour remporter la Coupe Stanley suite à une Coupe Calder? En moyenne, on a fait le temps avec tout ça, et c'est 4,69 années, donc 5 ans à peu près. Donc, si tu n'as pas gagné une Coupe Stanley d'ici 5 ans après avoir gagné la Coupe Calder, ben, il y a des bonnes chances que tu ne gagnes pas. Hein? Et on a fait aussi une moyenne, la plupart du temps, la première Coupe Stanley qui est gagnée, c'est 2,6, soit 3 ans après. Donc, on s'entend que c'est quand même rapidement. Et par contre, j'ai fait le calcul aussi pour les années après 1967, parce que c'est là que ça se passe plus, on s'entend, parce que maintenant, c'est plus d'actualité. Et on est plus rendu autour de 4 ans. Donc, si à 4 ans, tu n'as pas gagné ta Coupe Stanley quand tu as gagné la Coupe Calder, ben, il va peut-être falloir que tu recommences à build ou whatever. Donc, il y a un grand vide dans les années 2000. Hein? Maintenant, ça prend à peu près 8 ans. Pourquoi je dis qu'il y a un grand vide? C'est que les équipes qui ont gagné la Coupe Calder dans les années 2000, on a les brelans des Devils, des Red Wings et des l'Avalanche des années 90 qui étaient sur leur straight de victorieuse. Mais après ça, quand on regarde ça, à partir de 2003-2004, il y a juste 2 équipes, les Capitals et le Lightning, qui eux l'ont remporté après 8 ans, suivant leur conquête de la Coupe Calder. C'est quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup. Puis on a eu un gros vide de 2004 jusqu'à 2017 où est-ce qu'il n'y en a eu aucun.
Donc ça peut dire que finalement, c'est putain important ça, que ton club école gagne, parce que ça a l'air que ça marche pas de même. Donc, puis petit chiffre comique comme ça, les Bulldogs avec Carey Price, ils ont gagné la Coupe Stanley, la Coupe Calder en 2008. Puis c'est quand qu'on a passé proche d'aller en série finale avec Carey Price avant qu'il se fasse blesser par les Rangers. C'était en 2014, soit 7 ans plus tard. Là, comme on pourrait dire, le wagon était passé, donc malheureusement, on ne pouvait pas le faire ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? D'après moi, c'est que tout ce qui est club-école, le culture gagnant, whatever, gagnant la Coupe Calder, ça ne sert pas à grand-chose, sincèrement. Je pense pas que c'est le way to go. C'est pas que parce que c'est une équipe gagnante en bas que c'est ça qui va mener à un championnat. On le voit bien avec les chiffres récemment. Là. En plus, il y a tellement d'équipes maintenant. Je pense que c'est plus important de développer tes joueurs individuellement que de t'assurer d'avoir une bonne équipe gagnante. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas chercher des joueurs expérimentés de la Ligue américaine qui vont te faire gagner en bas, mais qui vont pas nécessairement t'aider en haut. Un peu comme avec le Rocket de Laval cette année. Bon, là, c'est le bout où j'avais prévu, comme promis, vous faire entendre le sketch sur le Grand Prix du Canada de Mario Kart que j'avais préparé, mais il est prêt. Mais je me suis dit, pour question de contenu, je vais le mettre pour l'autre épisode. Comme ça me permet de prendre des petites vacances en même temps. Là. Dites-moi pas qu'il est pas prêt. Je peux vous le dire qu'il est prêt. Hein? Je peux me donner un petit scoop par rapport à ce sketch-là. Et il y a ce son-là dedans. Envoyez, hein? Vous êtes chanceux. Une chance que vous écoutez, hein? Parce que sinon, vous n'aurez pas eu cette exclusivité-là. Mais en attendant, on va aller au patinage de vitesse. Est-ce qu'une équipe de basketball de la canadienne Elite Basketball League se rendrait à Québec? Hey, ça se peut, ça se pourrait. Là, la question, c'est est-ce que ça... Quel serait son nom d'équipe? Hein? On pourrait les appeler les Nordiques, whatever, mais non. On veut savoir comment qu'on pourrait les appeler. On pourrait les appeler les Kebs, dans le sens de la vieille équipe qui était là, ou encore un autre nom d'équipe qui pourrait faire match-up à l'Alliance, c'est-à-dire l'Union. Le demi de sûreté des Colts d'Indianapolis, Carey Willis, a décidé de prendre sa retraite du football professionnel à l'âge de 26 ans pour tout simplement décider de se rapprocher de Dieu, parce que c'est bien beau la NFL et tout ça, mais il veut consacrer son existence à l'avancement des enseignements de Jésus-Christ. Écoute, bravo pour lui, mais... Encore une fois, c'est fou comment que le monde aux États-Unis veulent vraiment se rapprocher de Jésus. Hein. Je pense qu'un jour, il faudrait vraiment découvrir où est-ce qu'il est vraiment, parce que ça aiderait beaucoup de monde à leur cheminement, au lieu de tout le temps penser à chercher. Puis, c'est maintenant le moment de notre pause publicitaire, où est-ce que vous allez enfin découvrir un peu c'est quoi notre fameux commanditaire Bonaqua. Donc, sans plus attendre, allons découvrir ce que notre fameuse commandite vous offre. Préparez-vous à la révolution dans le monde de l'eau embouteillée. Voici enfin l'arrivée de la nouvelle marque phare des prochaines années, Bonaqua. La toute première compagnie d'eau en poudre. Le principe est simple. Prenez un de nos sachets faits de matière recyclée et videz son contenu dans un verre. Ajoutez-y de l'eau potable, remuez pendant 20 secondes et il ne reste plus qu'à consommer votre eau en poudre. Notre compagnie se veut d'avant-garde pour combattre les changements climatiques. Avec la hausse de la température, l'eau va s'évaporer, selon nos notions apprises en sciences de secondaire 2, et il est primordial que nous agissions pour faire de la Terre un monde meilleur. Voilà pourquoi Bonaqua est la véritable solution pour de l'eau pure en toutes circonstances. Versez la poudre, remuez et buvez. Aussi simple que ça. Bonaqua, l'eau en poudre la plus pure au monde. Tu me donnes envie de boire de l'eau. L'eau en poudre, c'est ça qu'il me faut. Ouais, de l'eau en poudre, hein, c'est ça. Donc, on va maintenant passer à la résolution de mystères, parce que oui, on est fort match nul à résoudre des mystères. On a Charles Duvert qui a enquêté sur l'une des plus grandes controverses sportives du monde québécois des dernières années, le rebrand de l'Impact de Montréal pour devenir le CF Montréal. Puis il a découvert des choses au travers de ça. Écoutez ça, là, vous allez voir, vous en reviendrez pas. Quel sport est arrangé? Combien de joueurs sont des extraterrestres? Quels arbitres sont corrompus? Qu'est-ce que vraiment un sport? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystère, malédiction, complot, conspiration. Jeu truqué. Ici Charles Divers et bienvenue au Jeu truqué.
L'Impact de Montréal, ou devrions-nous plutôt dire le CF Montréal. En effet, le changement d'identité du club de soccer de Montréal fut pour le moins controversé, d'où plusieurs personnes qui ont jugé cette refonte étant non nécessaire et désirée. Mais alors, pourquoi faire ce changement, ou rebrand, comme on dit dans le milieu? Quelle raison pourrait motiver un président à agir de la sorte? Se cache-t-il quelque chose de plus gros derrière ce subterfuge? Comme d'habitude, notre équipe d'enquêteurs chevronnés a découvert la véritable signification de ce rebrand. Mais pour mieux comprendre le rebrand, il nous faut d'abord le comprendre. J'espère qu'ils vont nous sous-estimer en nous disant qu'un flocon, ça fond. But when we come together, we form that impenetrable wall. En janvier 2021, le monde du soccer montréalais trembla. L'Impact de Montréal n'est plus. Vive le club de foot de Montréal. Au revoir la fleur de lys, bienvenue au flocon. Plus de bleu que du noir. C'est d'ailleurs la réaction de la plupart des partisans face à cette nouvelle identité. Broyé du noir. Le consensus est flagrant. Le club a renié son passé pour se porter à l'international vers de futurs partisans, mais en oubliant de garder avec lui les partisans déjà présents. Le fait d'être éloigné de Montréal au début de la saison dû à la pandémie n'a certainement pas aidé la transition d'identité, ou du moins de créer un nouveau lien avec la base partisane. Après maintes querelles et un départ marqué des Ultras, l'équipe est revenue en 2022 avec un nouveau logo, mais en conservant toujours le sobriquet CF Montréal. Plusieurs ont argumenté que le changement d'identité n'était pas nécessaire, qu'il reniait le passé et que cette décision sortait un peu de nulle part. Et c'est là que l'on se questionne vraiment. D'où vient cette décision? Qu'est-ce qui aurait poussé l'Impact de Montréal à changer d'identité? Se cache-t-il quelque chose derrière le rebrand? Peut-être est-ce un ordre de la Major League Soccer pour rendre sa ligue plus crédible? Analysons la situation un peu. Depuis le début de la MLS en 1994, la Ligue a été marquée par moins de 5 rebrands complets d'équipes en plus d'un qui a échoué, le Crew de Columbus. Ce nom est assez élevé pour une ligue qui n'a pas encore 30 ans. D'ailleurs, au moment de souligner les 20 ans de la Ligue, la MLS s'est elle-même fait un rebrand pour son image pour tenter, selon elle, d'être plus sérieuse aux yeux des autres ligues dans le monde. C'est au même moment que la MLS enclenche plusieurs expansions pour monter son nombre d'équipes de 18 à 29, soit 11 nouvelles franchises en moins d'une dizaine d'années. Et compte en commun toutes ces nouvelles équipes, elles ont tous le nom de leur ville ou État avec le sobriquet FC pour Football Club, SC pour Soccer Club ou United pour copier les grands clubs européens. Aucune nouvelle équipe avec un nom d'équipe. Étrange, non? Serait-ce une nouvelle directive de la Ligue? Aurait-elle obligé dans le secret ces clubs à procéder à un changement? Savez-vous quelle est la dernière équipe admise dans la Ligue sans avoir le sobriquet tel FC ou CS? L'Impact de Montréal. Écoutons l'historien en histoire du sport Paul Tandignassi nous expliquer en détail cette évolution. Bien que la Ligue comptait 18 équipes en 2014, seulement la moitié d'entre elles, soit 9 en date d'aujourd'hui, n'ont pas encore eu de nouveau logo sous la nouvelle ère. Hormis 11 nouvelles équipes d'expansion, les équipes de San Jose, DC, Philadelphie, Portland, Chicago, Houston et la Nouvelle-Angleterre ont tous eu de nouveaux logos, des fois des versions plus épurées, autres fois des éléments totalement différents. Tous ramenés à une forme de cercle ou de badge. On note même l'ajout d'un sobriquet FC à 2 de ces équipes au même moment du nouveau logo. Et cela ne s'est pas toujours fait dans l'harmonie, comme Chicago qui a dû changer de nouveau logo 2 ans plus tard. Il y a aussi les cas de Montréal et de Columbus qui ont fait couler beaucoup d'encre. Somme toute, il semble évident que la MLS a quelque chose à voir derrière ces changements de masse. Nous savons d'ores et déjà que c'est la MLS qui contrôle et approuve tout ce qui a trait à l'image tant dans sa ligue et de ses équipes. Mais une question demeure. Est-ce normal de faire autant de changements? Nous avons demandé à un statisticien en imagerie sportive de nous dresser un bilan des 4 autres grandes ligues sportives d'Amérique du Nord à des fins de comparaison. Voici donc les résultats. Donc, la LNH a eu, depuis sa création en 1917, 4 rebrands complets, 2 à Toronto et 2 à Détroit, où le dernier a eu lieu en 1932. Pour la NBA, en 75 ans d'existence, on en note 5, donc 3 dans la dernière décennie, qui s'explique surtout par le fait que les Hornets de Charlotte ont déménagé en Nouvelle-Orléans
Nouvelle-Orléans et ont gardé le nom. Mais Charlotte a une nouvelle équipe et la Nouvelle-Orléans ne voulait pas leur donner leur ancien nom. Fait que finalement, ils ont accepté. Ça, Donc, on s'en fout. Revenez-en au fait. Ouais. De 1920 à aujourd'hui, la NFL a eu seulement 3 rebrands. Le premier à Pittsburgh en 1940, le second suite au déménagement des Oilers d'Houston au Tennessee. L'équipe avait gardé le nom pour 3 ans avant de changer pour les Titans en 1999 et la dernière, Washington, pour la prochaine saison. La MLB, quant à elle, a eu 9 rebrands complets d'équipe depuis 1903. Mais si on observe comme il faut, les 3 derniers changements ont eu lieu en 1915, 1953 et 2021. On peut donc en conclure que la MLS possède un agenda caché qui voudrait tout changer ses équipes pour les normaliser dans un moule bien précis. Voilà, le mystère derrière le rebrand de l'Impact de Montréal vers le CF Montréal pourrait être résolu bien facilement. Mais ce serait trop simple, il doit forcément y avoir encore quelque chose là-dessous. Quelle est la véritable raison? Seulement avoir l'air plus sérieux est une raison assez mince pour tout ce brouhaha. Que se cache-t-il derrière l'agenda caché de la MLS? Se pourrait-il que la MLS soit dirigée par quelque chose de plus gros qu'eux? Serait-ce possible que la Ligue soit gérée par des reptiliens? Mais qu'est-ce qu'un reptilien au juste? Le grand penseur britannique Davy Icke nous explique tout ce qu'il y a à savoir sur les reptiliens. Les reptiliens tirent leur origine de l'ancienne Babylone et ont comme particularité d'être une espèce hybride d'humains et de reptiles. De plus, ce sont ces reptiles humanoïdes qui gouvernaient la Terre de manière occulte. Ils sont difficiles à identifier, puis se métamorphosent entre leur forme humaine et reptile. La plupart des grands dirigeants du monde sont en fait des reptiliens. On retrouve plusieurs preuves vidéo où l'on voit leurs yeux, le temps d'un instant, reprendre leur forme reptilienne. Est-ce que les reptiliens auraient infiltré la MLS récemment, voire en 2014 lorsque la vague de changement a commencé dans la Ligue? Pensez-y un peu. Les reptiliens sont des métamorphes, des changeurs de forme, et comme la MLS change tous ses logos, il doit forcément être derrière tout ça. Notre équipe d'enquête a trouvé des preuves de l'implication des reptiliens dans la MLS. Juste à regarder les nouveaux logos des équipes, ils sont construits à leur image. Les logos circulaires. Ne vous rappellent-ils pas les yeux d'un reptile et ceux avec la forme d'un badge? Ne vous évoquent-ils pas une langue de reptile? Comme les reptiliens cherchent à créer le chaos pour prendre le véritable contrôle du monde, il n'est donc pas étonnant de les voir s'émincer dans le sport afin de diviser leur base partisane. Il est si facile de créer des polémiques dans le sport à partir de rien. C'est donc un terrain de jeu idéal pour les reptiliens. La quête de vérité est un chemin ardu. Les faits peuvent ne pas être ce qu'ils laissent paraître. Et jusqu'au prochain mystère, ici Charles Diver qui vous dit au prochain mystère. Bonaqua! Yeah! Cette deuxième chronique du balado Match Nul vous est présentée par Bonaqua, l'eau en poudre la plus pure au monde. Versez la poudre, remuez avec de l'eau potable et buvez. Aussi simple que ça. Bonaqua. Yeah, tu me donnes envie de boire de l'eau. Yeah! L'eau en poudre, c'est ça qu'il me faut. Hey, il y a une chance que Charles Diver est là pour nous révéler les grandes vérités du sport. Tu sais, sans lui, on n'aurait peut-être jamais su que les reptiliens ont infiltré la MLS et ont ordonné le rebrand de l'Impact de Montréal. Et parlant de rebrand, on se rend compte que ça devient de plus en plus polarisant comme sujet, pas juste pour l'Impact, là, mais pour toutes les sphères du monde sportif. On l'a vu avec les Saguenayens encore une fois, on ne peut plus faire de rebrand sans que le monde chiale. Sauf si on était une équipe avec un logo / non discriminatoire, là on n'a pas le choix dans ce cas-ci d'accepter le rebrand car sinon on se fait traiter de boomer raciste. Mais pour vrai, je sais pas pourquoi ça chiale autant sur les changements de logo. Il me semble qu'il y a 10 ans, une équipe pouvait changer de logo et personne boycottait l'équipe ou faisait de grève de faim pour venir au logo initial. C'est sûr que la mode minimaliste dans le monde graphique fait en sorte qu'on enlève l'âme de plusieurs logos, mais tu sais, j'ai pas vu de partisans sortir leur fourche et leur torche allumée lorsque les Panthers de la Floride ont changé de logo en 2016. Bon, c'est sûr qu'ils en ont pas déjà de partisans, donc c'est un peu dur d'en choquer si t'en as pas, là. Mais anyway, vous l'aurez peut-être compris après cette longue introduction, c'est le retour de notre chronique Rebrand, où grâce à notre expertise et notre diplôme de la police du correct au cégep du Vieux-Woke, on offre un rebrand à 3 équipes qui en ont besoin. C'est le temps de les sauver un peu. Et on commence sans plus attendre avec le CF Montréal. Oui, je sais, on vient d'aborder le sujet avec le jeu truqué, donc je vais pas vous refaire toute l'historique de ce fiasco de relations publiques. Tu sais, l'équipe avait quand même changé de nom parce que le nom de l'équipe
Impact de Montréal est associé à son lot de controverses avec le changement de coach, les chicanes de joueurs, etc. dans les médias québécois. Tu sais, à la base, cette raison était un peu justifiée pour entamer un changement d'idée pour commencer à zéro. Bon, le X, c'est qu'ils ont foiré leur rebrand et même s'il y a maintenant un nouveau logo, le nom CF Montréal est déjà souillé. Surtout que c'est club de foot, hein? D'ailleurs, parenthèse, l'équipe de match nul, tel un véritable insider, on a trouvé un enregistrement audio de la session de brainstorming où l'équipe de marketing de l'Impact a trouvé sa nouvelle identité. C'est pas très long comme extrait, illustrant probablement le peu de travail qui a été mis là-dedans. Ouais, ça fait un bout qu'on l'a en notre possession, mais tu sais, la saison de hockey n'était pas finie, fait que fallait que ça vaille vraiment la peine pour vous le faire entendre. Mais en tout cas, là, c'est le bon moment, donc écoutons ça. Ok tout le monde, comme notre grand dévoilement de notre nouvelle identité a lieu dans 3 jours, faut vraiment trouver notre nouveau logo avec le nouveau nom de l'équipe. Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qui représente Montréal? Ben, des bandes de neige. Ouais, mais on peut pas vraiment avoir ça comme logo, ça aurait juste l'air d'un ton de marde blanc. De toute façon, personne chie blanc, personne pourra connecter avec ça. Ben, il y a le métro de Montréal avec ses petites flèches vers le bas. Toutes les grandes villes ont un métro, ça nous rend pas plus spécial. Pis des flèches vers le bas, ça fait pas un peu loser? Sont bien poches tes idées. Écoute, moi, au moins j'en donne. Toi, t'es aussi créatif qu'un bricolage en popsicle. Attends un peu, le soccer. Ben, le ballon, il est rond. Fait que notre logo pourrait être rond. Hé, grosse idée, champion. Ouais, bon, on va pas aller loin avec ça. Les gars, j'ai une vision. Un flocon, formé par les flèches du métro, avec le M de Montréal. Dans un cercle, avec une ligne bleue symbolisant le fleuve qui entoure notre ville, si cher à notre cœur. Ok, ça aurait l'air de quoi? Attends un peu, je vais ouvrir mon paint pour sur mon ordi. Et voilà. Ok, je vois l'idée. C'est pas un peu weird, le gros trou noir au centre? Mais non, c'est ainsi que sont faits les flocons. Pourquoi les flèches pointent vers le milieu? Ça indique quoi? Une sortie? Non, c'est un flocon. Ouais, mais ça a pas l'air d'un anus. Non, c'est un flocon! De toute façon, notre cher Justin va l'améliorer, hein, n'est-ce pas? Oui, inquiète-toi pas, là. Bon, je vais aller en voyage, me ressourcer un peu, parce que tant de créativité, j'ai besoin de me reprendre un peu les esprits. Oh, oublie pas, là. Non. Il est parti sans son laptop. Alright, on a notre logo. Maintenant, le nom. Si je pourrais suggérer Montréal FC. Ah, j'aime ça, Montréal FC. C'est simple et comme tout le monde. Oui, excellent. Je vais retourner dans mon petit coin sombre. Hey, je fais toujours le saut à chaque fois qu'un des représentants de la MLS vient nous voir. Good, bon, prochain point, les petits jeux commandités au mi-temps des matchs. Ben là, FC, ça fait pas mal en anglais, hein. Faudrait peut-être un peu le franciser. Ça pourrait être CF à la place, hein. Le CF Montréal avec un beau CFM. Ça va faire fureur sur les réseaux sociaux. CFM, c'était pas l'acronyme pour Come Fuck Me? FC, CF. Qu'importe tant que ça fait international. Ouais, mais faudrait s'assurer d'inclure tous les peuples de Montréal. Qu'est-ce que vous pensez de club de foot? Hein? C'est cool, hein? Ça fait joual avec un mot anglais, c'est parfait ça! On va aller chercher les jeunes avec ça. N'importe quoi comme idée. Tant qu'à faire, on pourrait appeler ça CS pour Sock Club. Ouais, non, on va juste mettre CF. Donc, comme je disais, les petits jeux commandités au Attends que je prenne le laptop de Kingsley pour acheter Club de foot Montréal à son logo de cul. Ils vont voir que c'est une bonne idée. Et voilà une autre exclusivité de match nul. On vous montre vraiment ce qui se passe dans les coulisses du sport. Bon, revenons au rebrand du rebrand. Beaucoup ont chialé tant sur le logo de Flocon que sur le changement de nom. Je sais que l'équipe vient juste d'annoncer un nouveau logo pour 2023, mais on n'est pas à un changement de cap prêt pour cette franchise-là. Donc, le CF Montréal a une nouvelle fois besoin d'un rebrand. Vous savez qu'il existe plein de sobriquets génériques dans le monde du soccer, genre FC, Real, Inter, United, etc. Donc, toujours dans l'optique internationale et d'attirer le plus de nouveaux partisans en restant dans un territoire qu'ils connaissent tout en gardant notre base partisane de notre côté, Match Nul propose donc que l'équipe soit renommée l'Inter Montréal Professionnel Athlétique Club de Tio Claqué. Bon, ça veut dire Montréal en Mohawk, ça en passant, le dernier mot, là. Vous voyez qu'on peut être inclusif nous autres aussi. Bon, je sais, le nom peut sembler être long,
long, mais c'est un nom international et inclusif, en plus d'avoir le nom de la ville Montréal 2 fois dans son nom. C'est pas du rayonnement international, ça, je ne sais pas c'est quoi. Pour le logo, on va juste prendre la première lettre des 6 mots du nom de l'équipe, puis on va patenter ça sur un badge avec une fleur de lys, puis des petits flocons ou des étoiles représentant les peuples fondateurs. Hein, voyez, nous aussi, on est capable de faire du sens avec des lignes puis des couleurs. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore catché l'affaire, là, Inter I, Montréal M, Professionnel P, Athlétique A, Club C et Tiotlake T. Si t'as toujours pas compris le cœur de notre rebrand, ben t'auras juste à chialer et on se retrouvera dans un an pour en faire un autre rebrand pour cette équipe. Bon, cette chronique-là, c'est pas juste sur le CF Montréal, hein? On fait un rebrand pour 3 équipes en tout. Bon, je dis équipe, mais dans ce cas-ci, c'en est pas une, même si son nom laisse présager le contraire. On parle d'ici de la nouvelle monture des jeux vidéo de soccer EA Sport FC. Bon, first, c'est pas très beau comme nom. 2, si on décortique véritablement le nom, ça donne Electronic Art Sport Football Club. C'est dégueulasse. Déjà que t'as mis le mot sport en plus de FC, ça fait pas de sens. C'est comme si j'appelais mon entreprise Entreprise Inc. Ça marche pas. Sauf si t'es la marque sans nom, eux sont assez weird pour faire ça. Évidemment, il y a une raison pourquoi le jeu ne s'appelle plus FIFA avec l'année où l'on sort le même jeu depuis 5 ans. C'est que EA n'a pas voulu payer les droits d'appellation à FIFA, a décidé tout simplement de s'en passer puisqu'elles ont déjà des ententes avec les clubs ligues individuellement de toute façon. Donc, ils perdent seulement les droits de la Coupe du Monde et de la Ligue des Champions. Hein? C'est chill, mais pourquoi Diante appelait ça EA Sport FC? C'est laid comme nom. Bref, voilà pourquoi ils ont besoin d'un rebrand. Un peu d'histoire avant de vous dévoiler le nouveau nom du jeu. Les jeux vidéo de soccer ont eu plusieurs noms depuis le début des temps, allant de FIFA, Football Manager, Kick-Off, International Superstar Soccer, Mario Striker, Pro Evolution Soccer ou encore On the Ball. Mais aucun jeu n'a été nommé avec notre idée de nom que voici. Goal, the football game. Ça veut dire but en anglais, ça. Évidemment, on va sortir un nouveau jeu à chaque année, hein? On n'a pas le choix de faire du cash. Donc, pour marquer que c'est une nouvelle édition, on va juste ajouter un O à chaque nouvelle édition. Donc, la 8e édition, ce sera Goal de Football Game. Hein? C'est pas pire comme concept, ça? On pourrait même établir un système, genre, où est-ce qu'on ajoute un A pour chaque dizaine, là. En tout cas, c'est un gros concept, vous comprenez un peu, là. Vous voyez comment ça peut être ça. C'est facile à retenir, donc un jeu facile. Une idée très facile pour vous. Bon, le temps de la chronique file. Bon, ou pas, parce que c'est un podcast et il n'y a aucune limite de temps. Mais on est rendu à notre 3e équipe qui a vraiment besoin d'un changement d'identité, les Pacers d'Indiana. D'abord, le terme Pacers est un peu weird pour nous les francophones, donc on va le décortiquer un peu. On trouve le mot pace, soit un terme utilisé dans le monde du sport signifiant le rythme ou la cadence. Donc, l'équipe serait les cadenceurs, mais ça n'existe pas, donc on pourrait traduire ça en meneurs. Et la question que le match nul pose est, les meneurs d'Indiana sont-ils vraiment des meneurs? Si on regarde toute leur saison dans la NBA, les Pacers ont été une seule fois la meilleure équipe de la Ligue en près de 50 ans et ont atteint qu'une finale et qu'ils ont perdu d'ailleurs. Comprenez-moi un peu où je veux en venir ainsi. Une équipe nommée les Pacers, les meneurs, mais qui ne mènent même pas dans leur propre ligue. Ça fait dur, non? Mais c'est surtout un nom d'équipe mensonger pour ses partisans et ça, match nul ne peut pas tolérer ça. En plus, l'un des meilleurs joueurs québécois de tous les temps vient d'être repêché là-bas, alors les fans québécois vont commencer à suivre l'équipe pour cette raison précise. Donc, les Pacers d'Indiana, vous avez besoin d'un rebrand. Yo, listen up, here's the story. Ah, toujours c'est weird quand ça passe ce tune-là. En tout cas, bref, il y a une opportunité ici qu'on peut pas vraiment ignorer. Non, je vais pas appeler le club les losers parce qu'ils sont pas bons. Personne ne prendrait pour un club nommé comme ça. On va plutôt les renommer les Jones. Les Jones d'Indiana ou en anglais, les Indiana Jones. Ben oui, toi, en plus de l'excellent jeu de mots avec le héros de l'un des meilleurs films de tous les temps, un nom de la sorte permet d'accéder à une thématique peu utilisée dans les équipes sportives, l'aventure, la jungle, l'exotisme. Et quoi de mieux que les Indiana Jones pour prendre de ce créneau. Tu sais, utiliser Welcome to the Jungle, avoir un Tarzan comme mascotte, des gros tambours tribaux pour l'ambiance, des lianes sur le palmier, des apparitions spéciales de Donkey Kong. Vous voyez comment ça serait épique? Bon, pour le logo, rien de trop compliqué. Le chapeau brun d'Indiana Jones sur un ballon de basket jaune or avec la fameuse calligraphie Indiana Jones en orange en avant-plan. Que du potentiel. Donc, voilà nos 3 rebrands. Hein? L'Inter Montréal Professionnel Athlétique Club de Tiotlake dans la MLS, le Goal de Football Game dans le
le monde des jeux vidéo et les Indiana Jones dans la NBA. Si jamais vous voulez encore que notre équipe de rebrand fasse un rebrand pour n'importe quel autre club, je sais pas, moi, encore une nouvelle fois le CF Montréal, on se tanne jamais. Bref, écrivez-nous vos suggestions, on se refait une petite session de rebranding une autre fois. Pour maintenant, passons aux choses sérieuses avec le Canadien en 5 minutes. Ici, au match nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match nul, la Ben, balado. ils vont aussi faire une série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'entrave, ligne ouverte, ligne fermée, ligne orange, alouette. Non, pas d'alouette, ni de club de foot, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est là. Bon, c'est enfin le temps des joueurs autonomes. Où est-ce qu'on va aller chercher notre fameux gros joueur de centre? On a hâte. Mais bon, avant de commencer dans toutes nos rumeurs et faire semblant qu'on est la destination la plus haute de la Ligue nationale de hockey, on va checker l'espace qu'on a, hein, parce qu'on sait qu'on est un peu collé au cou dans la masse salariale, mais on va voir si on a de l'espace. Je regarde rapidement, sous contrat pour l'an prochain, on a officiellement 11 attaquants. Ouais, bon, ça laisse qu'il y a un trou, mais probablement que ce trou-là va être comblé par le fameux joueur franchise qu'on va repêcher dans le repêchage, donc et pas vraiment de place. Sinon, le 13e attaquant, ça va être Michael Pezzetta, Rem Pitlick, qui sont 2 RFA. Donc, c'est un peu dur de dire qu'on va aller chercher un attaquant. Niveau défense, on en a 6 de signés déjà, hein? Petrie, Edmondson Savard, Justin Byron, Jordan Harris et Chris Wideman. Écoute, on va aller chercher quelqu'un d'autre là-bas, mais en même temps, il y a Romanov qu'on va re-signer, qu'on va lui donner son extension de contrat. Fait qu'on va déjà être rendu à 7. D'ailleurs, pourquoi on a signé Chris Wideman? En tout cas, bref. Et pour les gardiens, Carey Price, évidemment, blessé et signé pour encore 4 ans. Et Jake Allen, qui aussi signé et blessé seulement pour 1 an. Donc, il reste Samuel Montembeault en RFA. Donc, probablement que ce serait le but du jeu d'aller chercher un nouveau gardien. Mais on va commencer par checker un petit peu rapidement qu'est-ce qu'on a comme choix pour les attaquants. Bon, c'est sûr qu'il y a Johnny Gaudreau qui pourrait être intéressant, mais on n'aura pas l'argent, on va pas le faire, on ne pourra pas aller chercher. Fait que rendu là, fait qu'il faut se trouver quelqu'un de cheap. Fait que quelqu'un de vieux cheap qui est bon. Pierre-Luc Dubois, si on va le chercher, ben il faut échanger pour quelque chose. Puis est-ce qu'on veut son attitude avec nos jeunes? Ça a l'air qu'il n'y a pas une bonne attitude, ça va-tu marcher? Je ne sais pas. Donc, Claude Giroux pourrait être intéressant, mais en même temps, il est vieux. Est-ce qu'on veut ça? Je sais pas. Patrice Bergeron, on en a trop parlé, on n'en parlera pas ici. Phil Kessel, d'ailleurs, by the way, parenthèse, je sais que je parle tout le temps des Coyotes de l'Arizona, mais eux, ils ont seulement un... Ils n'ont pas beaucoup de monde de signer, ça va être beau l'an prochain pour eux. En tout cas, bref, on retourne à nos moutons. Paul Stachny, hein? On va aller signer le fils de l'autre, mais en même temps, c'est ça. Moi, ce que je suggérais, il y en a un beau juteux qui s'en vient avec l'expérience de la Coupe Stanley et qu'il n'arrive pas très haut dans les palmarès, mais que ce serait très intéressant. Andrei Palat du Lightning de Tampa Bay. Ça pourrait être intéressant à signer. Tu te vides d'un contrat et tout, blablabla. Bon, c'est sûr que tu pourrais faire un gros plash en signant Evgeny Malkin, mais en même temps, il ne jouerait pas la moitié de tes matchs, mais en même temps, ça pourrait être rentable parce que tu le paieras pas trop. Anyway. Donc voilà, on va passer maintenant au gardien de but. C'est là qu'on va avoir besoin. Parce que là, on a tout le monde qui se blesse ici, puis on ne signera pas Montembeault. Donc, qu'est-ce qu'il y a disponible dans les gardiens de but pour être intéressant, qui fasse semblant de faire la job de numéro 1? On a Marc-André Fleury, il ne viendra pas parce qu'il cherche une équipe gagnante. Darcy Kemper, peut-être un champion de la Coupe Stanley, mais en même temps, c'est pas grâce à lui qu'on l'a gagné, fait que c'est pas ça qui va bâtir notre équipe. On pourrait chercher Jack Campbell à Toronto, hein, si ça a marché pour eux, ça va marcher pour nous aussi. Il y a Samsonov, mais malheureusement, lui est RFA, fait qu'il faudrait faire un échange. Brendan Oldby, il est rendu trop vieux, mais on pourrait le prendre juste pour faire ça. Yaroslav Halak, juste pour le LOL, ça pourrait être drôle. Hein? Il y a Jake Altinger, RFA, à Dallas, pourrait être très intéressant parce qu'il est quand même pas pire, lui, mais en même temps, il est... c'est ça, hein? Il est peut-être que oui, peut-être que non. Malcolm Subban, en même temps, on pourrait signer Piquet Subban, on réunit les Subban, ça serait une belle histoire, puis blablabla, puis on pourrait faire full belle figure, puis ça pourrait faire une belle storyline pour la saison. Mais en tout cas, moi je pense que ça pourrait être un popé, mais sinon, David Ritchie. Ouais, David Ritchie. Bon, je vais recevoir une notification, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire. Donc, on va oublier David Ritchie. Sinon, un qui, je crois, sincèrement, ça pourrait être le gars. Puis vous pouvez marquer ça dans vos petits calepins, là. Casey DeSmith. Je sais que ça sent du sort gauche, mais tant mieux, il lance de gauche en plus.
Moi, je pense que c'est lui qui s'en vient avec le Canadien de Montréal. On pourrait signer Montembeault, je sais, mais je sais pas. D'après moi, il s'en va ailleurs. Peut-être, j'aurais tendance à dire Toronto ou Edmonton, parce qu'encore une fois, ils ne réussiront pas à trouver leur gardien numéro 1. Fait que voilà, c'est ça ma prédiction. Casey DeSmith. Mais en même temps, le gros joueur de centre, on va l'avoir un moment donné, je vous le promets. Sinon, ça sera une autre fois. Il est Nordiques de Québec là-dedans. Ça fait 5 minutes que tu parles, tu me laisses pas parler. Il serait temps qu'on parle d'eux un peu. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, OK. Les Nordiques, en moins une minute. Bon, il n'y a pas tant de nouvelles niveau nordique ces derniers mois, en fait, quelques dernières années, mais je vais vous lancer une petite primeur dans l'épisode de la semaine prochaine, mais pas la semaine prochaine, le mois prochain. Je suis en train de perdre mon temps pour toute la chronique, mais bref, tout ça dire qu'il va y avoir quelque chose sur les Nordiques. Écoutez ça, vous allez voir, ça va être écœurant. Le prochain sketch est inspiré d'une idée lancée par l'animateur El Peggy à un moment donné en début juin que quelqu'un devrait faire un sketch dans le bye-bye d'un recruteur amateur un peu trop intense dans sa recherche d'évaluation. Il va faire une soirée pyjama, c'est le top prospect du repêchage. Bon, il fabulait un peu en disant qu'il allait avoir le bye-bye qui ferait ça parce que bye-bye, il reste focus sur les problèmes. Il s'en fait sur une affaire précise puis c'est leur thème de l'émission. En tout cas, bref, je trouvais que c'était une bonne idée. Et comme nous, on passe notre temps à faire des niaiseries de la sorte à match nul, ben je me suis dit qu'on allait adapter l'idée à notre sauce. On écoute ça. Ben, qui ça pourrait être à cette heure-ci? J'espère que ce n'est pas encore le voisin qui veut me vendre son poisson mural chantant la cucaracha en allemand. Bonjour, encore êtes-vous vous? bien Hébert Babin, le joueur de hockey évoluant pour le Drakkar de Bécomo avec une saison de 88 points en 62 matchs et la suivante 114 en 59, manquant 9 parties blessées à l'orgueil qui, selon les 7 grandes centrales de recrutement, est classé 64, 34, 44, 51, 62 et 39e et le dernier avec la mention de c'est qui ce Chris-là, mesurant 6 pieds 2 pouces et 4 poils, tirant de la droite sauf les soirs de pleine lune, les Sagittaires ascendant Capricorne avec 643$ et 82 cents comme dernier seul de critique qui a eu comme réponse au quiz Facebook des maisons d'Harry Potter. Pouf souffle, c'est bien vous, Hébert Babin. Ben, vous semblez mieux le savoir que moi. Je suis Jean-Étienne Dudevay et je représente l'équipe de recrutement amateur des Blue Jackets de Columbus. Je suis ici pour mieux vous connaître afin de s'assurer de bien repêcher le bon joueur. Ben là, vous en savez pas déjà assez. Vous avez vu 43 de mes matchs, j'ai fait 4 entrevues et 2 soupers avec vous autres. Vous êtes même parti dans le sud avec mes parents. Et comme le dicton le dit, on n'en sait jamais trop sur la marmotte qu'au moment de l'écraser. Donc, c'est ici que vous habitez? Avez-vous déjà pensé à repeindre? Bah non, je loue la place. Oh, d'accord, je vais noter ça. Peur de l'engagement. Voyons, c'est ma dernière année ici. Je vois que vous avez posé un poster du groupe des Jonas Brothers. Est-ce que cela pourrait symboliser la valeur de l'union fait la force? Que l'équipe est une grande famille? Oui, si vous voulez. Pouvez-vous quitter? Et ce livre sur votre table, ça parle de quoi? Ah, ça, c'est un livre qui indique par où la sortie. D'ailleurs, suivez-moi, je vais... Est-ce que votre taille de bobette est toujours là? Mais ça vous tente pas d'aller fouiller derrière ma porte d'entrée? Ça t'arrange-tu si je commande de quoi? Je commence à avoir faim. Ben non, vas-y, qui reste en gaillette. De la pizza? Bof. Du Saint-Hubert. Monsieur Duduvet, j'ai assez répondu à vos questions. Serait-il possible que vous retournez d'où vous venez? Pas tant que j'aille accès à tous vos statistiques. Ben, vous les avez toutes. Pas celles de vos 2 saisons novices. Voyons, j'ai pas ça, moi. Quoi? Comment voulez-vous qu'on vous évalue correctement si on n'a pas vos stats novices? Bonjour. Hey, toi là, ces stats novices ont disparu, c'est une catastrophe! D'accord, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai pas l'impression que vous saisissez la gravité de la situation. Et moi, j'ai pas l'impression que vous comprenez que je veux vous voir en dehors de chez moi. Une situation de la sorte va probablement changer votre rang au repêchage. Moi, j'ai plus envie de changer mon agent qui vous a donné mon adresse. Voyons, mon cher Hébert, c'est mon travail d'avoir le plus d'informations sur le joueur pour le repêchage pour faire une décision éclairée. Il y a quand même une limite, là. Vous êtes quand même en train de commander du Saint-Hubert avec une paire de mes bobettes dans vos mains. Le secret du Saint-Hubert, y'a personne debout! Quoi? Il a bougé! Bloquez-le au sol! Voyons, qu'est-ce qui se passe? Sont où tes statistiques du niveau novice? Pour vrai, alors? Il a pas l'air de vouloir coopérer. Bobby, va chercher Gaston Laverge. On va lui faire un spécial vol au vent sauce blanche. Ok, Gaston, viens-t'en! Fait qu'on fait ça creveux ou traditionnel? Fermez la porte! Hey, non, pas tu mon m'avais pas voisin! dit que t'organisais un party avec tes amis! Hey, penses-tu qu'il y en a un qui serait intéressé à acheter ce magnifique poisson mural chantant la cucaracha en allemand? Tes stats novices? Ouais, réponds, si on te met un autre volop en gueule! Ouais, je pense qu'on va le repêcher en 3e ronde. Je sais pas, son...
c'est déjà tout pour l'épisode 87 de Match Nul. Ben oui, c'est triste, ça arrive, ça doit venir des fois. Hein? Ben, on prend le temps de remercier notre commanditaire Bonaqua, hein? Toujours de l'eau en poudre, toujours aussi bon à boire. Je l'ai essayé, vous devriez essayer, vous allez voir, c'est quand même pas pire. Vous voyez, ça va te vendre des affaires. Sinon, essayez de vous abonner à une chaîne que vous aimez. Puis, au pire, abonnez-vous à la nôtre, hein? Vous n'êtes pas obligé, c'est pas grave. Donc, on se revoit le mois prochain pour un autre épisode du Match Nul.